20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Le système éducatif sénégalais au plus bas selon le CELS authentique. Absence d'éthique, manque de transparence, ce sont les mots qui gangrènent le secteur. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal était à Ziguinchor pour les besoins de la journée internationale du volontariat. L'insécurité gagne de plus en plus certains quartiers de Dakar. À Liberté 6 Extension, les populations veulent l'installation d'un poste de police. Pendant ce temps, l'efficacité des agents de sécurité de proximité interpelle. Un an déjà, Nelson Mandela quittait ce monde en 5 décembre 2013, mémorable. Son héritage politique doit servir aujourd'hui aux dirigeants africains et sa population pour le bien de la démocratie, de l'avis de certains observateurs et politiques. Et puis le dossier culture du vendredi porte sur le baobab, une espèce en voie de disparition que certaines continuent de vénérer et à protéger. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'État indexé par le syndicat des enseignants libres du Sénégal, authentique en marge de la journée internationale du volontariat. Le secrétaire général du CELS authentique a déclaré qu'il n'y avait ni équité ni transparence dans le système éducatif du Sénégal. Moussa Sakho a invité l'État et tous les acteurs du système à faire éradiquer ces fléaux qui minent ce système. Je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. Au fait, il n'y a pas encore d'équité ni de transparence. Le pouvoir étatique doit en tout cas donner le signal fort en nommant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en allouant aussi des ressources conséquentes et en tout cas pour les autres éléments du système, à savoir les directeurs d'école, les inspecteurs, il faudrait aussi que dans le cadre de l'encadrement, qu'eux aussi ils puissent vraiment jouer leur partition pour former des enseignants de qualité qui en classe feront des enseignements apprentissages de qualité. C'est à l'ensemble des acteurs de travailler de concert, de travailler en communion pour parvenir en tout cas à l'équité, à la transparence et à la qualité. Sans une union en tout cas sérieuse, franche et sincère des différents acteurs, il n'y aura jamais de qualité, il n'y aura jamais d'équité, il n'y aura jamais de transparence. Parce que la transparence, c'est la gestion d'abord des ressources humaines, la gestion encore des fonds alloués en tout cas à l'éducation et la gestion de tout le mobilier en tout cas qui appartient à l'école sénégalaise. À travers les finances mises à la disposition de l'éducation, que tout ça soit fait à bon escient, que tous les moyens soient utilisés pour le développement du Sénégal au bénéfice en tout cas de l'école sénégalaise. Nous parlons de politique à présent avec cet ultimatum de 72 heures fixé à Macky Sall pour démissionner après le sommet de la francophonie. Des propos mal interprétés selon son auteur, Maître Abdoulaye Wade. Certains observateurs politiques pensent qu'il a tout bonnement revu sa conduite. C'est un sujet signé Fatidjan et Modou Diop. Après l'ultimatum fixé au président de la République, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais apporte une mise au point. Le pape du SOPI parle plutôt d'incompréhension. Le prédécesseur de Macky Sall n'a-t-il pas retourné sa veste? À mon avis, l'ultimatum, c'est en ce qui concerne un peu les réponses que le président Macky Sall devrait apporter à ces questions. Et il s'agissait simplement de dire que moi aussi j'existe en politique, je ne veux pas vous laisser dérouler votre plan, votre stratégie, puisque nous étions un peu à la veille du sommet de la francophonie. Il faut comprendre que Wade a cet art-là, la provocation. Nous avions titré ici, je pense, Wade au sommet de son art, c'est un provocateur. Pour l'analyste politique, collaborateur et proche aurait recadré Abdoulaye Wade. C'est ce qui d'ailleurs justifie sa conduite. Après les réactions de son entourage, je parle de Djiboka, de Seigne Bakendiaï, qui ont voulu un peu mettre un bémol à ce que le président a dit, ou qui ont voulu même rectifier un peu le tir. Il a dû prendre en compte ce que ces gens ont dit, parce qu'il y va un peu de l'équilibre de ce front patriotique pour la défense de la République. Il est quand même un politique qui n'est pas seulement aujourd'hui, il n'est pas entré en politique aujourd'hui. S'il n'y avait pas son fils, il n'aurait pas agi de la sorte. S'agissant de la francophonie, Wade a brillé par son absence, une absence diversement appréciée. En termes de gain politique, on peut relativiser. C'est vrai que s'il avait répondu, ce serait une belle occasion de réconcilier un peu les deux présidents, comme on dit. Mais le refus aussi peut lui être fatal en ce sens que les gens, parce que c'est une bataille d'opinion, les gens vont dire, écoutez, Macky Sall a fait ce qu'il devait faire. Les rapports entre l'ancien chef de l'État et son ex-premier ministre se sont envenimés ces derniers temps.
Abdoulaye Wade veut-il enterrer la hache de guerre? La question est sur toutes les lèvres. Fatiguant, merci. Macky Sall chaleureusement accueilli ce jeudi à Touba en cette veille de Magal, ce qui n'a pas surpris les analystes vu que le khalife général des Mourides lui-même s'est impliqué. Il assimile par ailleurs la décision du chef de l'État de baptiser à la future autoroute Touba-Thiès-Ila Touba à une opération de séduction. Là également, un sujet signé Chérif Dia et Mohamed Dia. Pour la première fois, le président Macky Sall reçoit un accueil aussi populaire à Touba, pas surprenant aux yeux de ces spécialistes du mouridisme qui voient l'implication du khalife général des Mourides. Je ne suis pas du tout surpris qu'il ait reçu un accueil populaire, d'autant plus que le khalife général lui-même a cette fois-ci intervenu pour demander à la population de Touba d'accueillir son illustre hôte. Macky Sall est le président de la République du Sénégal. Le khalife général des Mourides avait annoncé la couleur. Le khalife, lui, il est fédérateur. Son ndigal transcende les contingences des uns et des autres. Le succès de cet accueil est dû non pas à la popularité du président de la République, mais plutôt à l'influence du khalife. C'est surtout un peu les deux, mais surtout l'influence du khalife. Parce que tout le monde sait qu'à Touba, si le khalife donne un ndigal, le ndigal est massivement suivi. Je ne sais pas maintenant quel est le niveau de popularité de Macky à Touba. Ça, il faut attendre les élections pour le prouver. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Macky a des partisans et des adversaires à Touba. Macky Sall s'est également lancé dans une opération de séduction en baptisant la future autoroute Dakar-Touba, Ila Touba. Ce que j'attends personnellement de lui, c'est qu'il commence à réaliser de grandes infrastructures à Touba. On est en politique, hein? Ces opérations de séduction ne sont pas interdites. C'est un nom très séducteur. Maintenant, le reste, ça dépend maintenant des uns et des autres. Pour voir si est-ce que ce nom-là doit être retenu. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème à ce niveau-là. Parce que c'est effectivement un nom très séducteur, hein, Ila Touba. Et tous les hommes politiques sont des séducteurs. Macky Sall est-elle enfin entré dans le cœur des populations de Touba, deuxième plus grande ville du Sénégal en termes de démographie? Réponse dans les futures échéances électorales. Chérif Dia, le professeur Khadim Baké en a profité pour lancer un appel à la communauté mouride à contribuer financièrement à la réalisation de l'autoroute Thiès-Touba, comme ce fut le cas avec le chemin de fer Touba-Diourbel. Khadim Baké, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Chérif Dia et Mohamed Dia. Je souhaite en plus que la communauté y contribue. Puisque, comme vous le savez, dans l'histoire, la communauté a construit un tronçon de chemin de fer de 45 km, donc entre Diourbel et Touba. Donc la même force et le même dynamisme et les mêmes capacités financières, sinon plus, existent. Donc il faudrait que le président commence, comme il a promis, très vite à réaliser ce projet. Mais je pense que la communauté elle-même pourrait y contribuer financièrement et même matériellement. Certains quartiers de Dakar gagnés par l'insécurité, c'est le cas à Liberté 6 Extension. Les cas d'agression et de vol sont récurrents. Les populations souhaitent l'installation d'un poste de police. C'est un reportage signé Kodengay et Younous Diata. Les habitants de Liberté 6 Extension n'arrivent plus à dormir à point fermé. Des vols, des agressions souvent à bande organisée entre le sommet de ces populations. Pas plus tard que la semaine dernière, des voleurs ont défoncé une fenêtre, n'est-ce pas, qui donnait sur la rue principale. Ils sont entrés donc dans la maison et ils ont pris une télévision. J'ai un ami qui a été même agressé dans ces environs. À 4 heures du matin. Souvent, ils font leur sale besogne vers 4h, 5h du matin. La dernière fois, j'ai appréhendé des agresseurs et ils ont fui. Ils étaient au nombre de 4 armés de couteaux. 4 personnes. Des malfaiteurs arrêtés et livrés à la police sont libérés quelques jours après, un fait fustigé par ces populations. Vous voyez, ce quartier doit avoir un poste de police, honnêtement.
Liberté 6 extension, donc le quartier est devenu tellement cosmopolite que, mais vraiment, il devrait y avoir un poste de police. Fort de ce constat, ces populations demandent l'installation d'un poste de police dans leur quartier. Un jour, j'ai attrapé un voleur que j'ai livré à la police, mais quelques jours après, je l'ai vu traîner dans le quartier. Il faut des sanctions sévères, car on ne peut pas agresser une personne, cette dernière se couche à l'hôpital et l'agresseur vaque à ses occupations. C'est pas normal. Les populations de Liberté 6 Extension exigent plus de sécurité pour vaquer tranquillement à leurs occupations. Ils demandent également que les sanctions infligées aux malfaiteurs soient alourdies. Une bonne nouvelle en perspective pour les marchands ambulants. Ils seront recasés, assure le ministre de l'Intérieur. Cependant, aucune occupation anarchique ne sera tolérée. Je propose d'écouter Abdoulaye Daouda Diallo au micro de Salimata Osek et Modou Diop. Non, mais c'est une nécessité, je pense. Je pense que les ambulants, c'est quand même une frange de la population aussi qui travaille. Il est vrai qu'on ne peut pas occuper anarchiquement la voie publique, ça c'est clair. Mais il y a lieu aussi quand même à chaque fois qu'on déplace des citoyens qui étaient dans un environnement donné, de travailler effectivement à leur trouver des lieux de recasement. Je pense que c'est ça qu'il faut. On y travaille nécessairement, on le trouvera au local pour ça. Mais qu'ils soient rassurés que l'État ne peut pas les abandonner parce que c'est quand même des jeunes Sénégalais qui sont en train de travailler et pour lesquels il faudra justement aider à trouver le meilleur lieu, en tout cas pour faire le travail à ce niveau. Mais nous pensons effectivement qu'il y a lieu quand même de travail à désencombrer cela. Parlons à présent des ASP, agents de sécurité de proximité. Des personnes interrogées soutiennent qu'ils abusent des fois dans leur mission en se prenant pour ce qu'ils ne sont pas. Le directeur de l'agence soutient que des brebis galeuses, on en trouve forcément sur un effectif de 10 000 jeunes. C'est un reportage signé Ndaimbo Sessi et Alioune Diagne. Depuis plus d'un an, on les voit dans les artères de Dakar, au niveau de la circulation, dans les mairies, entre autres. Les agents de sécurité de proximité s'activent tous les jours. Toutefois, certains estiment qu'ils font un excès de zèle dans leur travail. Difficile pour nous d'exercer correctement notre travail. Pour prendre des clients devant les arrêts bus, ils nous l'interdisent. Alors que nous, les taximens, c'est ça notre gagne-pain. Pour ces marchands ambulants, les ASP sont à l'origine parfois de certaines violences, notées notamment aux allées du Centenaire. Je pense qu'ils ignorent réellement leur mission. Ils nous harcèlent. J'ai comme l'impression qu'ils se prennent pour des policiers. Souvent, parmi ces agents, il y a ceux qui ont des armes blanches. Ils sèment toujours la panique ici. Le directeur de l'agence balaie en touche mais reconnaît qu'il y a des brebis galeuses dans l'effectif. 10 000 jeunes, c'est une grande ville. C'est une grande ville, 10 000 jeunes. C'est très important. Vous savez, quand on gère des jeunes, on est exposé à ce genre de situation. Parce que nous ne sommes pas un organe de gestion. Nous sommes un organe d'administration. Nous administrons nos ASP, nous les mettons à la disposition des services utilisateurs. Donc, nous ne sommes là que pour corriger et pour renforcer la capacité de ces ASP. Taximens et ambulants, tous embouchent la même trompette à l'égard des agents de sécurité de proximité. Leur attitude doit être corrigée. Je vous le disais en sommaire, commémoration de la disparition de Nelson Mandela. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal demande au chef d'État africain de s'accaparer de son héritage politique, seul gage pour promouvoir la démocratie en Afrique. Mankeur Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de Modi Gueye et Mardian. C'est toujours des moments forts de souvenirs parce que Mandela est un homme d'une dimension exceptionnelle qui a mené un combat pour les droits et qui a beaucoup souffert pour obtenir la liberté de son pays. 27 ans de prison dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Il s'est sacrifié pour une cause juste et je crois que c'est un homme d'exception. C'est un symbole, c'est une source d'inspiration. Si beaucoup de gens pensaient à Mandela, à sa vie, à son œuvre, peut-être qu'ils auraient une attitude autre que celle qu'ils ont aujourd'hui.
L'héritage de Nelson Mandela doit servir également la population africaine. C'est la conviction d'Ousmane Sène, directeur du WARC. Nos reporters Mbaké Amar et Younous Diatta sont allés à sa rencontre. Démocrate, combattant anti-apartheid, défenseur de la cause humaine, entre autres qualificatifs, Nelson Mandela, un modèle dont l'héritage politique reste à s'inspirer. L'héritage politique de Nelson Mandela est un héritage qui va au-delà de sa dimension politique. Nelson Mandela nous a montré tout simplement qu'il n'est qu'un homme. C'est pour ça qu'il a eu la sagesse de faire ce qu'il a fait. Il est le défenseur de tous les droits, de tout ce qui peut épanouir l'être humain. Vous l'avez dit, la gloire du pouvoir, il n'en a pas bénéficié longtemps. Malgré un long passage en prison, l'homme a réconcilié toute une nation à sa sortie. Il a refusé de rester. Pourquoi? Pour pouvoir construire une nation pérenne, mais pour pouvoir aussi rester un symbole. La notion arc-en-ciel, c'est lui qui a créé ça. Mais aussi cette capacité d'avoir le pouvoir et de se dire que je n'ai pas fait tout cela pour le pouvoir. J'ai fait ça pour l'Afrique du Sud, pour le reste du monde, et aller s'occuper d'autres choses et devenir un simple citoyen. Selon le directeur du WARC, l'ancien président sud-africain doit servir d'exemple pour tout dirigeant africain voulant s'éterniser au pouvoir. L'exemple burkinabé est là. Un président qui était quand même malgré tout respecté, mais se trouver, être contraint à un exil où vous ne pouvez plus mettre les pieds dans votre pays, mais ça, c'est l'ignominie la plus extrême. Autant partir à temps et que les gens se mettent à admirer le travail que vous avez fait. Nelson Mandela a été le porte-flambeau de la lutte contre le système politique ségrégationniste. Président de la République entre 1994 et 1999, il a été porté au pouvoir à l'issue des premières élections non raciales du pays. Mbaké Amar, merci. Nous parlons à présent de la réunion sur le dialogue politique entre le Sénégal et la délégation de l'Union européenne. Une rencontre qui a porté essentiellement sur la gouvernance démocratique, la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. L'essence de cette rencontre avec Dominique Delcourt, délégué donc de l'Union européenne au Sénégal, qui boucle ses 4 ans de mandat. Elle est au micro de Modi Gaïa. La coopération avec le Sénégal est bien engagée et ont 3 piliers: la gouvernance démocratique, la sécurité alimentaire et le développement agricole durable, et l'eau et l'assainissement, et ce sont liés aux priorités du plan Sénégal émergent. Enfin, sur le plan économique, il y a eu bien sûr le rôle joué par le président Macky Sall pour finaliser l'accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest, qui a été approuvé et dont le processus de signature doit être entamé, et la signature d'un accord de pêche avec le Sénégal ciblé sur des ressources qui sont disponibles au niveau des ressources halieutiques au Sénégal. Donc je pense que sur tous les aspects de notre relation, nous avons vraiment progressé. Le baobab, une espèce en voie de disparition. Certaines populations le protègent et le vénèrent. La protection de cette espèce s'impose aujourd'hui. C'est un dossier signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. Le baobab, l'arbre pharmacien, l'arbre à palabres. Le baobab, un fruit, le pain de singe. C'est aussi l'emblème du Sénégal. Il en existe 8 espèces, dont le baobab africain, un arbre à multiples usages qui tend à disparaître. Le baobab est un arbre séculaire, multiséculaire, que l'on trouve au Sénégal, dans les pays du Sahel, au Brésil, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en Asie, en Amérique latine. Nous voulons, avec la collaboration de tous, faire en sorte que l'Adansonia digitata devienne une espèce intégralement protégée. Dr Aïcha Conté défend farouchement cette espèce. Des activités de sensibilisation, elle en développe à l'appel pour protéger le baobab. C'est un arbre qui est sacré, qui a été beaucoup utilisé dans le temps et qui maintenant est un petit peu déprécié par les populations modernes, puisque quand une ville s'installe dans un endroit où il y a des baobabs, les baobabs sont éliminés au détriment des habitations humaines. Au-dessus de nous, que le gouvernement nous entende le cri du baobab, parce que le baobab parle maintenant à travers par la voix des
des amis du Baobab, le Baobab parle, donc il faut que tout le monde entende ce qu'il a à dire. Pandiaï, comme on aime bien l'appeler, revient sur le caractère sacré et mystique de cet arbre tant vénéré. Vous apercevez ce baobab, il est là depuis longtemps. Nous ne l'avons jamais coupé. Nous ne l'avons jamais coupé. Il y a plein de secrets dedans. Il y a plein de secrets. C'est la demeure des djinns. Beaucoup de marabouts ont pu tirer des connaissances grâce à cet arbre. Beaucoup de marabouts ont pu tirer des connaissances grâce à cet arbre. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces connaissances-là. Moi qui vous parle, j'étais là quand on construisait ce talus. On nous a formellement interdit d'abattre cet arbre. On risque d'y laisser nos vies. C'est une chose sacrée. Le baobab, je ne peux pas tout expliquer. De nombreux mythes et légendes le sacralisent, sacrilège donc que de le couper, protégé et vénéré. Un hymne a même été créé à cet effet. La page des sports que nous démarrons avec du tennis. Dakar, capitale mondiale de la discipline, la Fédération sénégalaise de tennis a choisi le Sénégal pour abriter la 7e édition du tournoi Open de Dakar qui aura lieu du 8 au 20 décembre prochain. 10 pays vont participer à cet événement. La Fédération sénégalaise de la discipline donc faisait face à la presse ce matin. Je propose d'écouter son président Issa Mboup au micro de Mamadou Ndiaye et Alioune Diagne. Nous avons un tableau sur lequel nous avons 19 inscrits. On en cherchait 20, ce qui est un record. Alors que quelque part on parlait d'Ebola en Afrique et quelque part on parle également du Togo qui pour la première fois organise le même tournoi que le Sénégal et qui offre également aux joueurs tout ce qui est pris en charge au niveau de l'hébergement. Le Sénégal a pu avoir 19 sur 20. On pense que c'est une prouesse et c'est une réussite avant terme. L'objectif du tournoi, c'est d'abord de payer des prize money. Des prize money, c'est des primes aux joueurs, mais c'est également la possibilité de leur donner des points ATP pour leur permettre de participer au tournoi de haut niveau. On a classé tout à l'heure les tournois, on part du prize money, on passe par les futures, ensuite nous avons les masters, nous avons les grands chelems. Basketball avec ce club Medina Basket Association qui accède à l'élite pour la saison 2014-2015. Depuis plus d'une décennie, le club médinois évoluait en division inférieure. Ainsi, les dirigeants lancent son appel à l'ensemble de la population médinoise pour un soutien matériel et financier. Je propose d'écouter Ibrahim Ndiaye, donc l'un des dirigeants, au micro de Chertidiane Dion. En fait, nous voulons participer, mais nous voulons également que les clubs sénégalais, en général, soient aidés pour pouvoir participer à cette compétition-là. Parce que les clubs ne peuvent pas prendre en charge le transport, l'hébergement, le recrutement, tout ça, c'est trop lourd. Mais maintenant, si l'État prend en charge le transport des équipes, je pense que... Désolé, c'était pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était là l'essentiel de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.